pour Corinne, avant qu'on passe ensuite à un nouveau sujet autour de Antoine Gademer de l'EPF. Merci Corinne, on va suivre cette aventure-là de très près, notamment la capacité à pouvoir tester dans les cabinets très bientôt cette solution-là et de suivre aussi l'aventure de cette startup avec sa capacité à grandir et à poursuivre sa route. Bravo et merci pour cette intervention Corinne. Merci à l'incubateur de m'avoir invité. Merci Ok, beaucoup. on accueille. Merci. On a Antoine Gademer donc, qui est arrivé à l'image et qui est prêt à intervenir. Donc Antoine, qui fait partie de l'école EPF, l'école polytechnique, qu'il va nous présenter, se présenter lui-même et ensuite on va notamment parler de data engineering au sein de l'EPF. Donc vraiment, ne pas hésiter Antoine à te présenter les expliquer, parce qu'on n'est pas tous des experts, cette mission-là, ce rôle et les sujets notamment liés bien sûr au monde du droit et des moteurs autour de l'intelligence artificielle juridique. Merci beaucoup. Alors d'abord pour me présenter moi, donc je m'appelle Antoine Gademer, je suis enseignant-chercheur en informatique. Je suis du coup au sein de l'EPF à Montpellier depuis 2014 et depuis 2019 responsable d'une nouvelle majeure, donc c'est l'équivalent master de la fac sur le sujet de la data engineering. Et donc, tout ce qui traite effectivement aux problématiques de traitement de la donnée. Alors, je vais vous partager mon écran si vous voulez bien. Hop. Dites-moi si vous voyez la présentation. Oui, on la voit. Est-ce que j'arrive à la lancer? Oui. Donc, pour représenter un peu le contexte, quand même, je suis reparti large, vous me dites si je suis parti trop loin. Mais globalement, ce qu'aujourd'hui on entend par data science, c'est la convergence, on va dire, de choses qui se font depuis longtemps. En particulier entre les outils mathématiques, les outils d'analyse, les outils de traitement de l'information et les connaissances métiers. Ça fait maintenant longtemps que on commence à avoir des études statistiques dans tous les domaines métiers qui donnent des résultats. Depuis les années 80, l'avènement de l'informatique personnelle, on a du développement d'outils métiers spécifiques dont vous connaissez probablement beaucoup mieux que moi dans votre métier et dont on a entendu parler justement. Il y a encore des évolutions en permanence pour favoriser vos usages. Et puis, il y a depuis les années 2000 une rencontre assez forte, on va dire, entre justement une partie des mathématiques et de l'informatique qui a donné naissance à ce qu'on appelle l'apprentissage machine. L'apprentissage machine, c'est une manière de programmer où, en fournissant un grand volume de données à un ordinateur, il va être capable d'apprendre pseudo-aimant par lui-même, on va le guider, on va dire, dans cet apprentissage, mais il va apprendre à réaliser une tâche. Et il va devenir hyper efficace dans cet apprentissage de tâches. Alors, les révolutions actuelles, c'est par exemple être capable de détecter des cellules cancéreuses dans de l'imagerie médicale, ça va être capable de prédire s'il y a besoin de faire une réparation ou non sur un avion avant que la panne arrive. Voilà, c'est les révolutions qu'on attend aujourd'hui. Et la data science, du coup, ça va être le regroupement de tout ça, c'est-à-dire le fait que les métiers eux-mêmes se sont numérisés, ils produisent du coup beaucoup plus d'informations qu'avant, à la fois sur leur métier propre, mais ils ont aussi accès à beaucoup plus d'informations à l'extérieur. Je vais devoir quitter le truc. Et donc, la rencontre de tout ça produit, on va dire, des nouveaux outils, des nouveaux usages qui n'étaient pas permis auparavant.
et en particulier dans des sujets qui pourraient nous intéresser cet après-midi. On est capable aujourd'hui de manipuler ce qu'on appelle des données non structurées, c'est-à-dire, en gros, une donnée structurée, c'est une donnée dans un tableur, quoi, des choses assez cadrées où on sait exactement ce qu'on attend. La donnée structurée, ça peut être une image, ça peut être une conversation vocale, ça peut être un texte. Donc, par exemple, un texte de loi, un texte juridique, ou même tout simplement dans une relation client, vous avez un formulaire et vous avez une question ouverte en disant qu'avez-vous pensé de telle chose. Et les personnes peuvent taper absolument tout et n'importe quoi. Donc, analyser ce type d'informations de manière automatique est aujourd'hui possible. Et la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment est-ce qu'on fait évoluer les choses. Donc, concrètement, hein, comment ça se passe, ce qu'on appelle le voyage de la donnée. On part d'un certain nombre de sources d'informations. Donc, classiquement, on pense tout de suite aux capteurs, aux objets connectés, ce genre de choses. Mais en fait, au final, c'est qu'une petite partie des mesures qui sont faites. Les gros volumes, ce qu'on appelle le big data, les gros volumes de données qui sont générés, ils sont générés par nous, par notre activité. Et donc, c'est soit tous les formulaires qu'on remplit en permanence, hein, mais je suis absolument persuadé que nous tous, et dans votre expérience, si vous retracez ce que vous avez fait aujourd'hui, vous avez rempli des formulaires 20 fois. Et vous avez du coup généré de l'information à cet endroit-là. Et même dans des endroits où vous n'y attendez pas, ce qu'on appelle les logs, c'est-à-dire l'enregistrement de votre activité numérique, sur quelle page vous avez cliqué, où est-ce que vous avez, même dans certains cas, combien de temps est-ce que vous avez laissé votre souris au-dessus d'un lien avant de cliquer ou de décider de ne pas cliquer sur le lien. Enfin, voilà, toutes ces informations-là peuvent être enregistrées, font de l'information qui peut servir à être utilisée derrière. Et enfin, du coup, je le disais tout à l'heure, les bases de données externes, hein, c'est-à-dire que de plus en plus, on va avoir des informations qui vont être mises à la disposition soit de manière complètement ouverte, hein, par exemple, dans les politiques de Smart City, aujourd'hui, la métropole met à disposition un certain nombre d'informations de manière ouverte sur les usages, mais ça peut être aussi des bases de données, on va dire, privées, spécialisées dans certains domaines. Et donc, voilà, on a un flux d'informations qui va être de plus en plus grand et de plus en plus riche. Pour pouvoir en faire quelque chose, le premier pas, ça va être d'être capable de collecter cette information et de la stocker, entre guillemets, chez soi, de manière structurée, de manière à ce qu'elle soit utilisable facilement par vous, par l'utilisateur final, et on va voir par justement les gens qui vont chercher à manipuler ces données, en tirer quelque chose. Une fois que ces données, entre guillemets, on les a, elles sont structurées, elles sont toutes au même endroit, on va pouvoir commencer le traitement, ce qu'on appelle le traitement de la donnée, qui commence en général par un nettoyage, hein, puisque si on veut tirer de l'information de ces données, il faut qu'on puisse avoir confiance dans ces données. Or, la majorité des données, elles ont des trous, elles ont des erreurs, elles ont un contexte d'acquisition d'ailleurs qui est si on l'espère connu, mais parfois pas forcément fourni. Donc, pour pouvoir faire quelque chose et pouvoir être sûr de la fiabilité des résultats qu'on va tirer, il y a une grande étape de nettoyage avant sur ces données. Et ensuite, on va du coup les analyser. Alors, les objectifs actuels sur le traitement de la donnée, le mode, on va dire, simple, classique, qu'on commence à bien maîtriser, ce qu'on appelle l'analyse descriptive, c'est-à-dire être capable de créer des indicateurs, des tableaux de bord qui décrivent une situation donnée. Donc, c'est ce qu'on appelle le business intelligence depuis longtemps. Aujourd'hui, on parlait plutôt d'analyse descriptive. La création de tableaux de bord, d'outils pour les utilisateurs finaux, de description de l'état du métier, de leur activité. La deuxième chose, ça va être des outils du coup de planification basés justement sur les connaissances du métier, les connaissances actuelles, des conseils, de l'aide à la décision qui permettent de prendre les bonnes décisions pour la suite. Le troisième niveau, c'est ce qu'on va appeler l'analyse prédictive, c'est-à-dire
en fonction des connaissances passées, en fonction d'un certain nombre de connaissances présentes, essayer de prédire le comportement d'un système. Alors, le classique depuis des années avec des résultats mitigés en fonction des régions, c'est la météo, évidemment. C'est-à-dire, voilà, essayer de dire demain, après-demain, quel temps il va faire. Mais aujourd'hui, ça s'applique sur l'ensemble des champs. Ça peut être justement essayer de prédire quand est-ce que va arriver une panne, et donc de l'anticiper. Ça peut être d'essayer de prédire, par exemple, pour des choses, par exemple, dans les sciences de vie et de la Terre, il y a des gens qui essayent de prédire le niveau des nappes phréatiques en fonction de plein d'informations extérieures. Ça peut être essayer de prédire l'affluence dans un commerce. Bon, voilà, il y a plein de possibilités. Et enfin, et ça c'est le dernier, on va dire le dernier niveau, le plus compliqué, c'est ce qu'on appelle l'analyse prescriptive. À ce moment-là, c'est-à-dire que on va entraîner la machine à essayer de repérer des choses intéressantes qu'on n'avait pas prévues. Et donc, la machine va devenir justement prescripteur de notre activité en disant, eh bien, attention, on détecte un comportement à cet endroit-là qui est différent. Peut-être que ça vaudrait la peine que que quelqu'un regarde ce qui se passe de ce côté-là. Donc, là, on commence à rentrer un peu dans des choses un peu qui ressemblent à de la magie ou de la science-fiction. Mais effectivement, il y a des premiers travaux qui commencent à être assez efficaces sur ce genre de choses. Voilà. Et enfin, évidemment, une fois qu'on a développé ces outils-là, les résultats qu'on peut attendre de ça va être soit des outils, donc des choses qui vont pouvoir être utilisées par les autres services, par les services non techniques, les utilisateurs finaux, ce que j'appelle, soit des rapports, tout simplement. Sur une analyse descriptive, ça peut être un rapport de situation, ça peut être un conseil sur, voilà, rapport qui peut être écrit ou de plus en plus qui va utiliser ce qu'on appelle la data visualisation, c'est-à-dire la représentation de l'information, mais d'une manière qui est compréhensible, même pour des non-techniciens. Et tout ça doit se faire dans une conformité réglementaire. Je pense que pour le coup, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ce que c'est que le RGPD. Dans des conditions de sécurité informatique qui sont de plus en plus exigeantes, puisque à partir du moment où la donnée devient quelque chose qui a de la valeur, eh bien, ça devient un enjeu. Et si c'est un enjeu et si ça utilise de l'informatique, eh bien, ça veut dire qu'il faut se préoccuper des problématiques de cybersécurité. Et puis, tout ça nécessite évidemment une coordination d'ensemble. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Alors, je vais accélérer un petit peu. Globalement, dans tout ça, on va en fait retrouver plutôt deux parties, enfin trois grandes parties du coup. Une partie que je vais appeler data architect, data engineer, c'est les gens qui, on va dire, qui ont les mains dans le cambouis. C'est en général des informaticiens, administrateurs systèmes et réseaux ou des développeurs dont l'objectif est justement d'être capable de faire en sorte que tous ces pipelines d'information ils fonctionnent, ils tournent, ils soient automatisés. Entre guillemets, on veut que ça marche, quoi. Mais ce n'est pas toujours facile pour faire en sorte que ça marche. Ensuite, on a plutôt une partie qu'on va appeler data analyst, data scientist, qui va concerner du coup la partie vraiment analyse. Et donc là, on a plutôt des profils, on va dire, maths-info. Je vous ai dit, à la rencontre des statistiques et de l'informatique, avec des profils assez spécifiques sur l'apprentissage machine qui vont permettre de développer tout ça. Et puis, on va avoir des postes spécifiques justement sur la conformité. D'ailleurs, souvent des gens qui viennent plutôt du monde du juridique, mais qui aujourd'hui, du coup, ont besoin de comprendre comment ça se passe vraiment à l'intérieur des systèmes. Parce qu'on la RGPD demande à la fois de justifier les usages et la finalité des usages et la description de ces chaînes de process. Donc, ça demande de former aussi les juristes à ces connaissances informatiques. Les cybersécurité, ça va pas changer en termes de profil, mais par contre, on en retrouve de plus en plus partout. C'est plus réservé, on va dire, à la banque et à l'aéronautique. Et puis, du coup, ces postes de Chief Data Officer qui, dans les grosses entreprises, voilà, on va vraiment retrouver des gens qui sont là pour piloter la stratégie donnée
dans les entreprises. Alors évidemment, plus on réduit en taille, hein, plus vous avez des startups, plus vous avez des PME, et plus en fait vous avez des gens qui doivent gérer un peu toutes ces casquettes-là. Puis le juriste, il doit aussi gérer la cybersécurité ou l'inverse. Et puis le data scientist, il doit aussi gérer l'implémentation, etc. Mais ça, voilà, c'est les grands archétypes, on va dire, idéaux. Et puis après, il y a la réalité du terrain. Alors, de mon côté, du coup, l'EPF est une école généraliste. Qu'est-ce qu'on peut proposer dans ce contexte-là? Moi, l'idée de départ, c'était d'avoir des ingénieurs les pieds sur terre, déjà, parce que la data, c'est un mot valise et un buzzword. Donc, tout le monde fait de la data aujourd'hui. De toute façon, il faut coller ça quelque part, ou ça, ou intelligence artificielle, mais en tout cas, il faut que le mot-clé apparaisse quelque part. Donc non, moi je voulais des ingénieurs qui aient les pieds sur terre, qui soient capables justement d'accompagner les petites structures dans leur démarche de structuration de la donnée, parce qu'en fait, on en est loin, hein, je veux dire, on le vend à toutes les sauces, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin d'avancer sur cette démarche-là, qui soient capables de créer de la valeur, puisqu'en fait c'est quand même l'objectif principal ici, d'être capable d'apporter un service, d'apporter quelque chose aux utilisateurs, qui ait du sens à la fois pour eux et pour leurs clients, et des gens qui aient du recul, parce que pour le coup, c'est les ingénieurs de demain, c'est eux qui vont former la société. Et donc, c'était important pour moi qu'ils aient du recul sur l'impact environnemental de tout ça, l'impact éthique et social de tout ça. Hein. Ça ne se fait pas de manière complètement d'un coup de baguette magique, et puis c'est pas toujours tout rose. D'accord, la transformation de la société, il y a des pour et il y a des contre. Enfin, pas de la transformation en soi, mais en tout cas, la direction peut se discuter. Et donc, voilà, on les forme un peu à tout ça dans les points qui peuvent intéresser particulièrement. Hein, je vous ai dit, le machine learning, ce qu'on appelle le NLP, hein, Natural Language Processing, le fait qu'aujourd'hui, on commence à être capable de traiter de manière automatique des textes. Alors, ça ne veut pas dire que c'est magique. Hein. L'informatique, ça n'est jamais magique. Ça a l'air magique, mais c'est toujours de la sueur et des outils. Mais voilà, on peut tirer d'un texte les éléments principaux, les éléments sémantiques, on peut tirer des émotions, on peut tirer des intentions, et on peut apprendre à la machine à reconnaître ce genre de choses. Et ça peut donner des résultats intéressants. Et je pense que précisément, c'est un des enjeux, on va dire, par rapport peut-être au métier d'avocat. Alors, pour le coup, je ne suis pas spécialiste de la legal tech, hein, mais très clairement, moi, je suis intéressé. On a des projets de semestre avec des étudiants où on peut globalement essayer des choses et mettre des étudiants qui réfléchissent et qui travaillent pour essayer de développer des idées. Donc, je suis entièrement ouvert à ces propositions. Hein. L'incubateur, au départ, on était parti sur l'idée qu'on arriverait à monter un hackathon ensemble, et pour justement faire travailler les étudiants sur vos idées et vous donner les moyens justement d'avoir accès à des data scientists en herbe pour creuser ces choses-là. Et effectivement, je maintiens, hein, même si on ne fait pas de hackathon, on a des projets régulièrement tous les ans. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir et à discuter. Merci Antoine. Peut-être juste pour ouvrir aussi sur un champ d'application, on va dire un peu moins scientifique, mais très on peut imaginer, en parlant d'intelligence artificielle, finalement d'imaginer des outils en gain de temps, notamment pour tous les métiers conseils comme ça, gain de temps avec le premier niveau de l'intelligence artificielle, c'est les chatbots, c'est-à-dire leur donner tout le niveau d'information encyclopédique de connaissances de niveau 1 qui va permettre justement à peut-être un certain nombre de questions dites bateau ou dites de premier niveau d'être répondues de manière automatisée et d'avoir un gain de temps, peut-être de filtrer vers une vraie approche conseil derrière. Je suis complètement d'accord. Ce que je disais, hein, dans le traitement automatique du langage, on parle de texte, mais on parle évidemment de communication directe. Et effectivement, les chatbots en sont un exemple, c'est-à-dire
Aujourd'hui, on peut apprendre à un ordinateur, effectivement, à identifier le sens d'une question et du coup, c'est des classifieurs. Hein. Donc, on va rediriger, du coup, en fonction de la question, vers un set de réponses prédéterminées par vous et qui permettent effectivement de guider et de ce qu'on disait peut-être aussi d'ailleurs dans la démarche de Corinne avant, c'est-à-dire que dans le travail, il y a énormément de logistique en amont et puis ensuite, on va pouvoir commencer à travailler. Et alors moi, je crois complètement que l'informatique, pour le coup, peut nous aider à limiter toute la partie embêtante, on va dire, paperasse, pour pouvoir se concentrer sur la partie intéressante du travail. Ça me semble évident. Et de toute manière, pour le coup, là, je pense que l'essentiel, c'est que ce soit les usagers, que ce soit vous, avocats ou vos clients, qui soyez au centre du besoin. Parce que l'informatique, pour le coup, ça dépend de qui tient le bâton. Si l'informatique, elle est drivée par le besoin et par vous, c'est un outil génial. Si c'est quelque chose que vous subissez, ça peut être un bulldozer absolument désagréable, et quel que soit le métier, hein, pour le coup. Et ça, bien avant la data. Mais la data, on va dire, accélère un peu ça. Merci Antoine. Peut-être une dernière question si quelqu'un veut interagir, et sinon on se donne rendez-vous au prochain hackathon ou dans les murs de l'incubateur pour imaginer de développer des solutions comme ça autour de la data et de l'intelligence artificielle. Avec plaisir, n'hésitez pas à me contacter.